on va reprendre. T'inquiète, notre enregistrement, il est là, il est dispo. C'est juste que ça a coupé. Ça arrive. Alors, on reprend. Donc, tu m'as dit que c'était déplorable parce que notre député était dans l'insulte, était dans l'anticabilisme primaire et tout. Tout à fait. Et tu sais quoi le pire, c'est qu'elle est même pas dans l'anti-berbérisme. Parce qu'en fait, elle, pour expliquer un peu le personnage, elle se positionne un peu dans l'arabo-islamisme, surtout islamisme. Et du coup, elle va commencer à attaquer donc la mazirité des Kabyles. Mais techniquement, les Amazirs ne sont pas qu'en Kabylie. Ils sont un peu partout en Algérie, au sud, à l'est, à l'ouest. Et donc, du coup, elle a fait vraiment une fixette, une sorte d'obsession. Et moi, je caractériserais ça par une sorte de névrose obsessionnelle, parce que à ce niveau, c'est maladif, c'est pathologique. Oui. Parce que les Chaouis aussi savent parler des deux langues. Ça parlait la Darija, qui est la langue un peu dialectale du pays, et ça parlait aussi le Chaoui. Les Touaregs, donc les Targui, savent parler aussi donc la langue Touareg, et savent parler un peu la Darija pour comprendre les autres Algériens. Et c'est la même chose pour les Chenouis, etc. Donc franchement, je ne comprends pas cette obsession qu'elle a envers les Kabyles. Donc, pour moi, je caractériserais ça par peut-être un positionnement politique, parce qu'honnêtement, les Kabyles sont les seuls qui ont une vraie force politique en Algérie, parce que pour citer le refus des votes, voilà, donc les Kabyles ont refusé d'aller voter aux dernières élections, à grosse majorité, à l'écrasante majorité. Ils ont fait une sorte de boycott du vote. Il y a Oui, aussi les oui. Kabyles qui sont allés faire la marche dans les années 2000, qui s'est suivi par une forte répression. Donc, faut pas oublier que les plus grandes révolutions politiques se sont faites majoritairement en Kabylie. La Kabylie est une grosse force motrice de la politique en Algérie. Je pense que tu confirmeras ça, hein. Oui, oui, c'est indéniable. Chaque fois qu'il y a eu une révolte, c'est parti de là-bas. La seule qui n'est pas partie de là-bas, si, il y en a eu quand même et c'est déjà arrivé dans le Constantinois, octobre 88, c'était assez général. Il y en a eu aussi. Il y a eu des révoltes qui ne sont pas parties de Kabylie, mais En fait, pour globalement, moi, quand je parle de révolte, c'est aussi révolte intellectuelle, tu vois, les grands intellectuels, ça. Katib Yassine, etc. Voilà, donc Tahar Djaoud, plutôt Katib Yassine, c'était pas un Kabyle, c'est vrai. Donc Tahar Djaoud, Mouloud Mamri, Mouloud Feraoun, voilà, des gens comme ça viennent énormément de la Kabylie. Il y a aussi Mato Blounes, l'artiste, etc., qui était lui aussi un grand militant. En général, tu vois, il y a ça aussi, ce côté révolution artistique, révolution intellectuelle, elle vient énormément de la Kabylie quand même. Voilà, Hmm. Oui, oui, tu oui, oui. vois, pour être honnête. Et oui, Euh, ouais, c'est une région très penchée sur qui est assez ouverte en vrai sur le plan intellectuel. Enfin, il y a de tout parmi les Kabyles, évidemment. Il y a des francophones, il y a aussi des chefs du GIA. Hein, voilà, faut pas se leurrer. Mais globalement, oui, c'est très frondeur comme région. C'est une région montagneuse et tout, donc c'est un peu propre à l'esprit des Kabyles, quoi. Et surtout, après, pour moi, je te dis la vérité, Nob, pour moi, être kabyle, c'est pas juste naître d'une famille kabyle. Pour moi, être kabyle, c'est être culturellement kabyle, mentalement kabyle. Donc, pour moi, un kabyle musulman intégriste, parce qu'il y a les kabyles, tu vois, un peu spirituels, dans le sens un peu soufi et tout, ça encore, ça passe. Parce que ça l'empêche pas d'être vraiment kabyle en soi. Voilà, même, c'est comme si tu me parlais d'un kabyle chrétien ou d'un kabyle juif. Par contre, tant qu'en fait sa religion n'entache pas son identité culturelle, ça passe. Mais une fois que tu rentres dans le GIA, pour rappeler encore aux gens, j'aime bien faire des rappels parce que énormément de gens, quand je oui, regarde les vidéos par exemple de Soleiman et tout, n'arrivent pas à comprendre quand on utilise des termes un peu étrangers, donc on va détailler. Le GIA, c'est le groupe islamique armé, voilà, qui est donc la branche armée du fils, qui est le Front islamique du salut, voilà, qui sont des partis politiques, des mouvements armés qui ont sévi dans les années donc 90 pendant la décennie noire en Algérie. Et en fait, oui, il y avait aussi des Kabyles parmi d'autres Algériens qui ont rejoint les rangs du GIA, mais pour moi, ces Kabyles-là ne sont Kabyles que, tu vois, que de famille. Ils ne sont pas Kabyles dans leur entièreté. Parce qu'un Kabyle dans son entièreté ne va pas commencer à tuer ses frères. Parce qu'il faut comprendre un truc qui est fondamental, c'est que le Kabyle va privilégier donc les gens qui habitent la même terre que lui, sa tribu, etc., à techniquement
autre chose, à sa religion. Un Kabyle ne privilégiera jamais sa religion à autre chose. Faut arrêter. Un vrai Kabyle, je vous le dis. Il privilégiera toujours sa famille à autre chose. Il ne privilégiera jamais une idéologie comme ça étrangère à son sang, à sa terre, aux gens qui l'habitent, etc. Donc à partir du moment où tu vois, tu te retournes contre ta propre famille, t'es plus kabyle, c'est fini. Tu as perdu ta kabilité. T'es devenu une sorte d'hybride, une sorte de chimère arabo-islamiste. Tu t'es détaché de ce qui fait de toi un kabyle. Là, moi, je te le dis. Pour moi, tous les kabyles qui se retournent contre leur identité kabyle ne sont plus kabyles. Voilà, moi je le dis directement. Après, c'est pas propre qu'au Kabyle, ce que tu dis. Un mec qui tue les gens de sa famille parce qu'ils sont pas musulmans, ça s'est fait dans d'autres régions. Je pense que les autres régions non plus ne se sentiront pas honorés que si ça arrive dans leur région. Je pense pas qu'un Oranais, voilà, Ah oui, bien sûr. Bien on sûr, puisse c'est dire, sûr, c'est ah sûr. ouais, lui c'est un bon Oranais. Non, non. Dans toute région c'est comme ça, t'inquiète. Mais c'est juste que oui, non, mais oui, il y avait des récits atroces où tu avais des gens qui se retournaient contre leur propre famille parce que dès le moment où tu es musulman et où on t'appelle au djihad, mec, bah, à un moment l'islam, il y a tout dedans. Hein. Tu vois, si tu veux te retourner contre tes proches parce que c'est pas de bons musulmans, tu peux. Voilà, en vertu des textes sacrés, tu peux. Voilà, tu peux. C'est charaï, hein, c'est propre en vertu de la charia, donc c'est possible. Donc moi je te dis tout est possible à partir du moment où tu es musulman et que ton islam, ta ferveur religieuse est exacerbée. Hein, donc c'est ça le problème. Donc bon, espérons que ça ne gangrène pas l'ensemble de la région. Sinon, ça va affecter, hein, je pense, son identité, ça va affecter son amazirité même. Évidemment, je ne souhaite pas ça. Voilà, je souhaite juste que s'il y a partition, ça se fasse dans le sens d'une fédéralisation ou éventuellement d'une séparation, mais genre comme Serbie-Monténégro, sans violence, des petits trucs comme ça. Genre la chute de l'URSS, c'était sans violence, enfin très peu de violence. Voilà, il y a des fois dans l'histoire des partitions qui se font sans violence. République tchèque et Slovaquie, c'était sans violence. Si c'est fait Hmm. sans violence, pourquoi pas? Qu'il y ait un État berbère en Afrique du Nord, il en faudra bien un jour, parce que les berbères, t'arriveras pas tous à les soumettre à l'arabité. Viens pas faire chier les Rifains, viens pas faire chier les Kabyles, viens pas faire chier certains Chaouis avec ça. Donc bon, je pense que ça se fera sur ce point, même si le MAC, pour moi, n'a peut-être pas la bonne stratégie à ce stade. Enfin, la non-violence, si. Mais disons que à l'intérieur de leur doctrine, là, le complotisme, tout ça, ça c'est pas la bonne stratégie, je ne cautionne pas, mais je pense que c'est un combat d'avenir, ça faut pas le nier. Ok. Bon, là, on va revenir sur Zemmour. Allez. Alors, Il faut. euh, ouais. Allô? Ouais, je suis là, t'inquiète. Hein. Ah, tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. Quand je t'ai dit on va revenir sur Zemmour? J'ai dit il y a Il beaucoup à faut. dire. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup ouais, de choses à dire. Et après, on va vraiment. Je pense qu'après Zemmour, tu concluras et ce sera fini. Ça fait déjà plus de 2 heures qu'on parle ensemble. Donc voilà, va Ouais, falloir uploader ces vidéos quand même. Bon, alors, ouais, je te jure, le temps passe vite. Alors pour Zemmour, par rapport à tout ce que j'ai retenu, c'est qu'au finalité, t'étais donc après post-apostasie, tu t'es dit, au final, voilà, Zemmour quelque part, il propose à la base un idéal, un rattachement à l'identité, un refus de l'islamisme et tout. Mais tu as vu que concrètement, l'identité française qui est vraiment donc comment dire, en fait, comment tu voyais les choses vraiment? Parce que c'est difficile à décrire parce que j'ai l'impression que il y a un truc, contrairement à d'autres partis politiques, c'est que j'ai l'impression que tout le monde se ralliait sous la bannière de Zemmour, mais tout le monde n'était pas là pour les mêmes raisons. Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que en fait, chacun venait pour des raisons différentes et quelque part, vous étiez unis par Zemmour, mais de par vous-même, entre vous, vous n'étiez pas vraiment unis. Chacun avait des raisons personnelles. Tu as des opportunistes politiques, tu as des gens qui viennent parce qu'ils n'aiment pas l'islam, tu as d'autres qui viennent parce que ils ont envie quelque part qu'à travers Zemmour, je sais pas moi, il y a une sorte de contre Le Pen, voilà, parce qu'ils en ont marre de Le Pen. Donc juste le fait que ce soit quelqu'un d'autre que Le Pen, c'est déjà bien. Donc on va dire que chacun a des raisons différentes et qu'au final, vous n'arrivez pas vraiment à vous coaliser de par cette différence de d'objectifs ou peut-être de différence je sais pas moi, de vision.
Non, je sais pas. Oui. Vas-y, dis-moi. Si tu veux, là où Zemmour n'est pas un politicien de base, hein, c'est juste un mec qui Hmm. parle de politique, c'est pas un homme politique. Là où il était habile, c'est que il vendait une vision de l'identité française qui est imperméable, peut-être pas à l'islam, mais en tout cas à l'islamisme, qui est très islamo-critique. Et il savait avancer des arguments de manière à ce que ce soit très très rassembleur, tu vois. Même il tapait pas que sur l'islam, il tapait par exemple sur les juifs qui portent la kippa dans la rue. Il tapait est-ce qu'il tapait sur le christianisme? Non, il a pris soin de jamais taper sur le christianisme pour bien avoir une assise chrétienne quand même dans son idée, dans sa vision de la France. Mais si tu veux, c'était un mec qui était en tant que algérien de base, d'origine, un mec qui se prétendait, c'est un mec qui a connu l'islam. Il dit, j'ai vécu l'islam pendant 1000 ans, je sais ce qui va pas dedans, et je vais en prémunir la France. Forcément, ça m'a séduit. Ça m'a séduit parce que je me suis dit, oui, effectivement, il y a des trucs dans l'islam, en tant qu'ancien musulman, ouais, il y a des trucs qui clochent. Il y a des trucs qui posent problème déjà en France et qui devraient continuer à poser problème si on n'agit pas. Donc ça allait. Mais à côté de ça, moi, je suis venu pour ça, si tu veux. Je suis venu parce qu'il y avait une approche de la laïcité qui était assez restrictive. Voilà, les religions, c'est plutôt à la maison. Globalement, c'est ça, ou c'est dans le lieu de culte, et ça s'arrête là. Et ça, c'était séduisant. Mais oui, à côté de ça, il y avait des gens de différents horizons, parce que le mec, tu vois, en fait, quand tu as l'orgueil français, l'orgueil nationaliste français, t'entends Zemmour, mais tu bois ses paroles, quoi. Le mec tellement il était brugueux et brutal avec ceux qui collaient pas avec sa vision de l'identité de la France et tout. C'était un mec, c'était un punchliner, c'était un clasher, le mec. Comment il corrige Dupond-Moretti parce qu'il est là en mode, oui, s'il y a plus les immigrés, il y aura plus qui ramasser vos poubelles et tout. Le mec, il l'arrête, il lui met un gros stop pour lui dire c'est bidon ce que tu racontes. Ça, c'était un truc des années 80 et c'est vrai en plus. C'est vrai, tu peux pas dire. Non, mais même, tu peux pas dire que les immigrés, ils servent qu'à ramasser tes poubelles, Dupond-Moretti. Il y a un moment, tu vois, il l'a corrigé comme ça. Là, je te cite qu'un exemple. Voilà, c'est un mec qui était intestable. Donc, un mec qui est forcément intestable, qui est intestable en termes de rhétorique. C'était peut-être le rhétoricien le plus brillant, en tout cas sur le champ médiatique. Ça rassemble forcément énormément. Après, en politique, il y en a d'autres qui sont doués. Je pense que Mélenchon est tout aussi éloquent que lui, voire même peut-être davantage. En tout cas, c'est un meilleur politicien, c'est un meilleur homme politique parce que c'est un homme politique. Voilà. Marine Le Pen est une mère d'en face. Marine Le Pen, sa popularité, elle la tient parce que son mouvement travaille la classe populaire française depuis 50 ans et parce que c'est une maman chat. Voilà, il faut le dire. Elle a des chats. Les gens, ils adorent voir une meuf qui a des chats et qui est adoucissante comme ça, qui est douce et tout, et ça s'arrête là. Le reste, elle est complètement stupide. Elle n'est pas calée en économie. C'est une bille, mais vraiment une bille en éco. Et c'est pas possible. Le reste, ça la dépasse complètement. Donc, tu as tout ça, tout ce beau monde qui se regroupe parce qu'il se dit, il faut une alternative au gauchisme, il faut une alternative à Macron qui est en train de vendre la France, qui est en train de vendre la France à l'Europe, et il faut une alternative à Marine qui a une machine à perdre en fait. Donc à un moment, il y a beaucoup de gens qui y ont cru. C'est ça qui a fait regrouper beaucoup de gens. Le début, l'essence du truc, c'était ça, c'était l'espoir d'avoir un Trump français, un mec qui ne perd pas comme Marine, qui vient, le mec il se lâche dans sa parole, on sait qu'il va pas modérer ses positions et peut-être que ça va passer. On avait fait le pari que ça passerait. On savait que ça allait se jouer à rien, que c'était tendu, que ça aurait été tendu. On pensait même peut-être au fond que même si on gagnait pas, c'est pas bien grave, mais au moins qu'on fasse un score honorable. C'était ça le début, si tu veux. Si je devais te résumer vraiment le début, l'état d'esprit au début. C'est plus tard qu'il a changé. Si tu veux, je continue. Bon, je continue. Si je devais dire plus tard, qu'est-ce que ça a donné plus tard? Bah, quand les idées sont venues. Mais en fin de compte, excuse-moi, je pense avoir le micro allumé, en fait, j'ai coupé. Ce que je voulais te dire, c'est que, oui, concrètement, donc ça, c'était dans la théorie, dans l'idéal, dans les perspectives, on va dire,
dans le papier, voilà, si on veut. Mais dans le concret, dans le réel, finalement, tu t'es rendu compte que, voilà, Zemmour, son parti Reconquête, c'est pas faisable. Ça allait pas aller loin, c'est ça. Ça allait pas se concrétiser. Oui, que c'était en fait, il était victime de son image, l'image qu'il dégage, qu'il dégageait. Est-ce que tu penses qu'il a trop axé sur l'islamisme? Est-ce que tu penses qu'il est trop resté sur ça, sur l'immigration islam, et qu'il aurait dû quelque part développer un autre sujet, se réapproprier un autre sujet, je sais pas moi, par exemple, il aurait peut-être dû soit aller vers la critique. Regarde, pour moi, il y a trois sujets qu'il a ratés, en les zappant il a raté quelque part, non pas l'accès au pouvoir, je pense pas que ça en soit là, mais en tout cas, il a peut-être raté le second tour. Je sais, ou peut-être en tout cas, à la troisième place, si on veut. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était des sujets qui étaient très prégnants et clivants. Et si c'était peut-être bien positionné ou positionné tout court sur ces sujets, il aurait peut-être pu gratter quelques voix. Je vais te les donner, tu vas me dire ce que tu en penses. Premier sujet, Ukraine-Russie. Voilà. Pour moi, si c'était positionné d'une manière correcte, il aurait pu, clair et franche, il aurait pu gratter des voix. Deuxième sujet, la politique sanitaire. Pour moi, s'il avait vraiment critiqué la politique sanitaire et tout, il aurait pu gratter des voix. Deuxièmement, il y a quoi aussi? Ah, troisièmement plutôt, la politique vis-à-vis de... Comment ça s'appelle déjà? Il y avait vraiment c'était ça les sujets. Ah oui, l'Europe. Voilà. Pour moi, si c'était positionné en tant que anti-Europe, il aurait pu aussi gratter des voix. Ensuite, quatrièmement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà, la position vraiment, pour moi, qui est la plus évidente, c'est celle en ce moment, qui est celle de l'écologie. Voilà, pour moi, c'était mieux positionné par rapport à ça. Il aurait bien maîtrisé son sujet par rapport à l'écologie. Il aurait pu écarter Jadot, etc., très facilement d'un revers de la main et peut-être encore plus engranger des voix pour lui. Pour moi, c'était ça les sujets qui auraient permis peut-être d'atteindre la troisième place. Pas la deuxième, comme Le Pen, parce que Le Pen, son truc, c'est qu'elle est héritière quand même d'une dynastie politique. C'est-à-dire que elle va dans les campagnes et tout, on la connaît déjà. Zemmour, il aurait fallu minimum 1 an de plus pour se faire une place. Donc Zemmour était déjà perdant face à Le Pen d'un point de vue de l'histoire. Donc, historiquement, comme tu viens de le dire, c'est un newborn, comme on dit. C'est un nouveau-né dans la politique. Donc, il aurait jamais pu récolter les voix des campagnes, tu vois. Faut arrêter. C'est impossible. Donc maintenant, ce qu'il aurait pu faire, c'est ce que je t'ai dit. Sur les sujets que je t'ai cités, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je te laisse développer. Alors, je vais venir au sujet dont tu as évoqué. Par contre, s'il y en a bien un, je pense que tu n'as pas cité et qui, ma foi, était mais énorme, qui a énormément manqué, c'est le pouvoir d'achat. Parce que si tu veux, la situation financière. C'est vrai, tu as raison, bien sûr. Oui. Français, elle est pénible. Là, on sort d'une crise, on se retrouve dans une autre et tout. S'il avait eu de bonnes mesures vraiment là-dessus, mieux que le RN, là, je peux te dire, il aurait peut-être intéressé la ruralité. Mais vu qu'il les a pris pour des veaux en leur faisant juste des mesurettes, enfin, si tu veux, Zemmour, voilà quoi, c'est quand même le chien de Bolloré. Donc, il peut pas non plus y aller à fond dans le discours anti-élite et les mesures anti-élite, les mesures anticapitalistes. Donc c'est pour ça que peut-être il n'est pas allé aussi loin, c'est lié à ça. Mais sinon sur les autres sujets, l'écologie, évidemment, il est caricatural à fond, il n'a pas de mesures. Enfin, il en avait, mais c'était complètement dérisoire en face Disons qu'il avait des mesures, tu vois, dans son programme, il y a des mesures, elles sont même pertinentes. Malheureusement, il ne maîtrisait pas son programme, il n'en a jamais parlé. Il n'en a jamais parlé. Même sur des médias de gauche, des fois, ils l'ont interviewé, ils lui ont demandé qu'est-ce que tu proposes. Il savait pas quoi dire. Et il a dit l'essentiel, c'est l'immigration, c'est je sais pas quoi et tout. Mais donc oui, l'écologie, oui. Ukraine-Russie, il a complètement raté son prono. Il a dit 2 jours avant, non, vous inquiétez pas, Poutine. Bon bah, il s'est raté. Poutine a attaqué l'Ukraine. Voilà. Donc c'était faux. C'était foutu là-dessus. Sur l'Europe. Ouais, il a pas osé être anti-Europe parce que, comme je t'ai dit, mec, c'est un bourge. Ça veut pas dire qu'il aime l'Europe, mais ça veut dire que les bourges qui le soutiennent, non, les bourges qui le soutiennent sont europhobes, c'est vrai. Chez Génération Zemmour, oula, y a pas. Les europhiles, ils sont chez Macron ou chez LR, mais les europhobes, il y en a légion. Mais disons que non, je suis pas d'accord avec toi sur l'Europe parce que franchement, tu critiques l'Europe aujourd'hui, t'es vite
décrédibilisé, tu vois. T'as vu comment Marine Le Pen, elle savait pas comment défendre sa position, parce que sortir de l'Europe, ça a une répercussion sur le pouvoir d'achat des gens, je pense, hein. Déjà que le pouvoir d'achat, il se porte mal si tu sors en Ouais, plus. mais je suis désolé. Ouais, mais c'était très mal positionné dans le sens où, regarde, moi, j'aime les gens qui se positionnent bien sur les choses. En tout cas, sur leur avis, leur opinion, leur tendance politique ou leur perspective, en tout cas, d'avenir. Pourquoi? Parce que choisir l'Europe, c'est avoir une certaine perspective d'avenir pour toutes les générations qui vont suivre et ne pas la choisir, comme tu viens de le dire, également. Donc lui, il a donné une réponse, moi, qui m'a pas plu. C'était celle de, on reste dans l'Europe, mais on dit merde à l'Europe. Non, je suis désolé, si tu restes dans l'Europe, t'oublies à l'Europe. Ne me la fais pas à Oui. l'envers. Si tu restes dans l'Europe, tu dis pas merde à l'Europe. Tu vas pas me faire croire que tu es capable, toi, France, de te positionner contre les décisions de Bruxelles. Ça n'a jamais été fait, ça le fera pas. Il y a des traités, il y a des consignes, il y a une justice européenne, il y a une cour européenne. Si la France commence, par exemple, à rompre des accords, des traités, en tout cas, tu m'as compris, des lois juridiques, on va pas s'en sortir. Je suis désolé. Donc, pour moi, soit tu sors carrément, donc tu n'obéis plus aux objectifs européens, comme le fait Macron, en termes économiques, écologiques et tout, soit tu dis non, je reste et je suis. Quoi qu'il arrive, même si on doit tous couler ensemble, on coulera tous ensemble. Voilà. Le capitaine reste dans le navire et coule avec le navire. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Mais lui, il a voulu faire le en même temps macronien et ça a raté. Il est passé pour un con en faisant ça. Il a dit oui, en même temps, je reste dans l'Europe, mais en même temps, je dis merde à l'Europe. Je sais pas si tu m'as compris. Oui, Voilà. oui, il veut faire une Viktor Orban comme en Hongrie, en mode de oui, j'essaie de préserver ma culture, mon identité, je veux pas de migrants et tout, comme si elle allait pas y avoir de mesures de rétorsion, comme si la Hongrie elle subissait pas un retour de bâton, Bah, qu'en plus je il sais pas dénonce. si tu as vu dernièrement avec l'Italie, Giorgia Meloni, tout ce qu'elle s'est pris comme critique juste parce qu'elle a refusé un seul bateau. Donc imagine s'il y a Oui. toute une politique anti-migratoire qu'elle entreprend. Là, c'est foutu pour elle. Je te le Ouais, dis. Voilà. Donc bon, Zemmour, ouais, il fait bien rire, le pauvre. ouais, d'ailleurs, ouais, vu que je me suis dépolitisé, je suis pas le seul des zémouristes de la chose. On sait même que l'élection de Mélanie, bof, voilà, hein, en apparence peut-être ça paraît beau et tout, mais bon, elle va rester soumise à Bruxelles parce que l'Italie, ça vaut rien du tout économiquement. Il n'y a pas de quoi tenir tête à l'Allemagne ou à je sais pas qui. Voilà, la France ne tient pas tête à l'Allemagne, alors là l'Italie. Donc bon. Il y aura pas de changement, hein. Globalement, il y aura pas de changement. Et à vrai dire, pour être franc avec toi, on savait que même si Zemmour était élu, l'essentiel du combat, 90% du combat, devait se mener sur le plan culturel pour faire évoluer les mentalités. Sinon, il aurait pu rien changer grand-chose. Il aurait rien pu changer parce que la société française étant ce qu'elle est, et le score l'a démontré, elle est hostile à ses idées, tout simplement, et aussi à son profil, parce qu'autour de lui, il y a que des bourges. Voilà. Il s'est entouré que de bourges. Je dis pas que les bourges c'est pas bien. Je dis juste qu'à un moment c'était risible. Quand moi par exemple s'il faut les suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est insupportable. Et les stories qu'ils font où ils s'empiffrent dans des restaurants parisiens, 80% des stories c'est ça. Donc les gens si tu veux ils ont cotisé, ils ont payé le parti pour ça. Parce qu'on ne sait pas derrière qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que le travail donne. On ne sait pas si le travail paye, le travail militant paye, enfin le travail qu'il mène dans le parti paye. On sait juste qu'il mange bien, qu'il s'empiffre bien, avec des homards et des raclettes et tout, et que les gens, bah voilà, ils ont payé pour ça. Donc ça déjà c'est décevant. Ce qui en plus est décevant, c'est que si tu veux. Dans la sécu qu'on assurait, parce que j'ai même assuré la sécu dans des meetings et tout, dans des dédicaces et tout, c'est que parfois on n'était pas correct avec certains gens. Quand tu as des gens qui arrivent parfois de loin, ils arrivaient de province pour certains voir un meeting à Villepinte ou à Lille, voilà. Ils viennent pour passer, il faut avoir une invitation que tu obtiens gratuitement en ligne en t'inscrivant sur un lien, bref, voilà, un truc à la con. Cette personne qui est larguée au niveau de l'internet, elle l'a pas.
Elle l'a pas. Et malheureusement, on était obligé de la recaler, de lui dire vous ne pouvez pas. Voilà, si vous voulez, il y a le YouTube direct. Voilà, il y aura un live sur YouTube. Bon bah derrière va savoir si elle se débrouille sur YouTube. Bref, c'est une personne. Imagine, tu vois dans son regard qu'elle est usée par la vie. Elle fait un métier sûrement difficile. Elle vient parce que c'est le moment de sa vie. Elle va vivre quelque chose qui va la porter parce qu'un meeting avec l'ambiance et tout, des fois c'est super bien, c'est super comment dire. C'est exaltant. Et bah là, elle va rester dehors, voilà, alors qu'elle est venue de loin pour ça. Quand tu fais des trucs Ouais. comme ça, il y a un moment, tu ne peux pas conquérir tout le monde. Il y a un moment, tu perds une voix, derrière, elle va expliquer à sa famille, tu perds 10 voix, et c'est comme ça que ça part. Voilà, c'est comme ça que tu perds. Voilà. Oui. On conclut? Non, non, mais c'est juste que, parce qu'on a parlé beaucoup de politique vers la fin, donc on va essayer de raccorder ça, tu vois, à l'apostasie pour conclure. Donc, mais maintenant, ce que je vais te poser comme question, c'est des questions un peu de fin, dans le sens maintenant, en tant qu'apostat, c'est quoi maintenant ton rapport à l'islam? Comment tu vois l'islam maintenant, avec un peu de recul par rapport à avant? Ah, bon, vu que je suis un apostat, disons, de fraîche date, hein, voilà, Ouais. j'ai fait certes il y a un an environ, mais après je suis revenu puis je suis ressorti. Globalement, c'est abouti depuis quelques mois. Disons il y a, il y a une obsession, il y a une boucle en moi. Je boucle un peu sur l'irreligion, genre le rejet de la religion. Ça, mais c'est vraiment très prenant dans ma vie. Genre, il y a vraiment beaucoup de temps qui est réservé à ça. Genre, en dehors du travail, par des fois très ponctuellement où je discute avec des gens où je parle pas de ça, où je peux rencontrer des gens, mais ça prend cette vie sans parler de religion, elle doit prendre 20-30% du temps. Le reste du temps, en dehors du taf, je passe mon temps à me renseigner sur la religion, à voir ceci, cela et tout, parce que je le faisais pas auparavant, et maintenant que je le fais, bah c'est une boucle, parce qu'à chaque fois que tu en apprends, tu as envie d'en apprendre plus, et tu es là en mode oulala, mais c'est jamais, il y a rien qui va en fait. Donc c'est un peu une obsession, c'est la première phase peut-être de l'apostasie, c'est la phase un peu de somme, de rancœur, tu vois. Donc peut-être que quand je m'apaiserai un peu, à ce moment-là, je passerai un peu à autre chose parce qu'à ce stade, il m'arrive même à la fac de croiser des musulmans et quand je leur dis que je suis pas musulman, forcément il y a des remarques qui partent en mode pourquoi tu l'étais et tu l'es plus et tout. Et là, je peux dire que quand on parle du Coran qu'ils maîtrisent pas bien, bah, ils bégayent très vite. Voilà, quand tu les confrontes à certains trucs. Après, faut pas être brutal, faut pas être brusque, tu vois. J'apprends à ajuster le tir en fonction de la personne qui est devant moi, tu vois. Il y a des personnes, des fois, rien que le fait de leur dire le Big Bang, pour moi, c'est pas une création de Dieu. Pour ça, ils trouvent ça extrémiste, tu vois, parce que c'est des Algériens. Un Algérien, tu lui dis que le Big Bang, c'est pas Allah qui l'a fait, il te dit, mais tu es un fou, toi, tu es un fou, à penser que c'est juste un amas de réactions chimiques qui, au fil du temps, a donné un truc comme ça. Non, non, c'est forcément Allah, tu vois. C'est Alhamdulillah ala ni'mat al-Islam, tu vois. Euh, les gens, ils sont délirants des fois, donc des trucs comme ça. Donc, faut savoir parfois y aller doucement, ne pas être brusque, ne pas exhiber des exemples choquants. Faut apprendre à en parler, mais globalement, j'essaye de pas trop boucler sur ça parce qu'à un moment, il faut vivre sa vie autrement. Voilà. Mais disons comment je perçois l'islam comme quelque chose qui imprègne toujours mon identité culturellement, mais pas culturellement parce que j'ai arrêté de croire. Mais globalement, je suis pas comment dire. Je ne rejette pas le fait que, pour moi, je sais très bien, enfin pour moi, mais aussi pour les gens qui m'entourent, l'islam, parfois, c'est un bon cadre moral. C'est quelque chose qui réussit à certains gens. Par exemple, je ne compte évidemment pas en parler à mes proches. Je veux dire à ma famille et tout. Personne ne sait que je suis apostat et ça va rester ainsi. Parce que quand tu as des parents, il leur reste encore 20 ans à tirer. Tu vas pas les blaser en leur disant, le Coran, c'est de la merde. Voilà, il y a que de la merde qui est racontée dedans. Non, tu vas pas essayer de les blaser avec ça. L'islam, ça leur a réussi toute leur vie. Ça a
collé avec leur existence. Voilà, ça leur a permis un peu de se réconforter face à l'ingratitude de la vie, la difficulté de la vie. Ma mère, typiquement, tu vois, elle, c'est vraiment une fervente musulmane, très pieuse et tout, et qui applique un peu vraiment le côté moral de la chose. Elle me dit, avec un mari kabyle ingérable, tu vois, le kabyle moyen, tu vois, ce qui lui permet de tenir, c'est l'abnégation religieuse. C'est le fait de se dire c'est une épreuve. C'est le fait de se dire ce genre de choses. Et ça, je trouve ça éminemment respectable parce que ça a permis de préserver ma famille. Et ça, je trouve ça très bien. Ça, c'est peut-être lié à l'islam. Voilà, faut pas nier que il y a des fois du bon, même s'il y a 95% de mauvais à côté de ça. Des fois, il y a des remarques incongrues liées à l'islam, évidemment, que je me prends. Mais il y a parfois de Tu bonnes vois, valeurs. Si tu veux. C'est un réconfort tu vois, psychologique. exact, pour rajouter sur ce que tu viens de dire, voilà, pour qu'on ne dise pas les apostats. Après, je pense pas que les musulmans vont écouter jusqu'à la fin, mais voilà, Oui, pour ceux qui écoutent jusqu'à la fin, d'accord. ouais, je pense qu'ils vont s'attarder sur le début, sur le milieu ou peut-être sur la partie Zemmour. En tout cas, pour ceux qui arrivent jusqu'à la fin du témoignage. Et d'ailleurs, dites-moi, voilà, voilà, en même temps, ça va me permettre d'avoir des commentaires. Et en même temps, je vais voir s'il y a des musulmans qui sont venus jusqu'à la fin. Donc, s'il y a des musulmans là qui nous écoutent jusqu'à la fin, dites-le en commentaire. Voilà. C'est vraiment, j'aimerais bien que vous franchement, j'aimerais que vous, donc, dites-moi, voilà, Régulus ou Noble, voilà, dites Noble, je suis arrivé jusqu'à la fin, ton témoignage. Parce que là, pour le coup, je vais parler de ce qui s'est, parce que je sais pas si vous avez vu le documentaire Alger, la Mecque des révolutionnaires sur Arte, mais dedans, à un moment donné, donc, il montre qu'à Alger, il y avait même un festival panafricain, t'avais des danseuses seins nus, tu vois, à côté des meufs en haïk. C'était tellement drôle. Et voilà, donc ça, c'était génial. Mais aussi, Ben Bella, ce qu'il voulait faire à son époque, c'était bon, c'était le socialisme arabe que je déplore. Mais il y avait Oui, aussi ce côté, il voulait utiliser un peu l'islam pour de bons trucs. Par exemple, il a dans les rues d'Alger centre, tu peux voir des panneaux qui disent An-nadafa min al-iman, et ça veut dire en français la propreté fait partie de la foi. Donc ça c'est très bien parce que franchement si la foi islamique permettait à Alger d'être propre, franchement, je leur dirais, voilà, soyez croyants. Franchement, rien que pour ça, je leur dis, n'apostasiez pas. Parce que franchement, l'état des rues d'Alger est déplorable. C'est oui. dégueulasse. C'est dégueulasse. T'as l'impression d'être dans une porcherie, voilà, à ciel ouvert. Donc, moi, je vous dis un truc. Si au moins ça permettait de faire en sorte que les rues soient propres, nickel, etc., que les vitrines soient lavées, que les maisons soient retapées de l'extérieur, que ce soit pas des débris. Quand tu marches derrière, on dirait que tu marches à Kaboul. T'as des bâtiments qui sont encore en briques roses. Tu vois, il y a encore le truc, il a pas été peint. Tu vois, c'est pas possible. Donc, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, un effort. Voilà, un effort. Ah, Ça bah, coûte là, rien de mettre un coup de peinture. Oui, vas-y, oui. je t'écoute. Ouais, du coup, oui, la propreté à l'époque, ouais, c'était un seul bon point, malheureusement, que pouvait apporter l'islam. Malheureusement, bon, ben, on peut dire que c'est révolu. Mais même ce Complètement. bon point, il a éclaté, tu vois, c'est pas Voilà, possible. il sert plus à rien. Ah là là. Au point où on Ah, oui. peut-être que, voilà, moi, je parlais juste du cadre moral, enfin, du cadre moral, pas nécessairement en lien avec la propriété publique, l'hygiène des coins publics. Là, par contre, c'est une catastrophe. Mais pour cadrer la moralité des Algériens, il y en a avec qui ça fonctionne. Il y en a qui le vivent bien et ceux-là, je peux pas leur dire, je peux pas leur faire enfin, je vais pas les déranger dans leur foi. On peut discuter, on peut débattre, mais en fait, je ne cherche pas à faire apostasier les gens, pour être franc, tu vois. Déjà, je me suis dépolitisé, genre, j'ai aucun avis sur le voile dans l'espace public, tout ça. Moi, si tu veux, je me contente du dogme, tu vois. Je parle du dogme. Genre, une personne me parle du voile, je lui dis, est-ce que tu sais d'où vient le voile, tu vois. Et après, on discute d'où vient le voile, et après, si elle veut, si c'est une fille, si elle veut se voiler, si elle veut se dévoiler, ça la regarde. Je ne veux aucunement influer là-dessus. Enfin, c'est elle qui voit. Pareil pour tout le reste.
quand tu me parles, tu me dis faut se méfier des Juifs comme l'a prescrit le Coran. Je lui parle de l'histoire des Juifs dans le Coran. Après, il en pense ce qu'il en veut. Est-ce qu'il pense qu'un crime de guerre envers la tribu des Abu Quraïza, c'est respectable et qu'il faut transposer ça 14 siècles plus tard à Alger? Libre à lui, tu vois. Enfin, libre à lui. Évidemment, j'ai pas envie de ça et c'est un demeuré mental. C'est un psychopathe s'il fait ça. Mais je pense que si je l'éclaire sur ça, à un moment, il va revenir un peu à la raison et à se dire, ouais, mais non, c'est peut-être pas une bonne chose. Tu vois, je me limite vraiment à ça dans l'islam. Je m'étale pas sur la politique, mais vraiment. En tout cas, pas pour le moment. Ok, ok. Ben alors, on va finir par mes messages de fin, question de fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux autres apostats? Voilà, il y a deux questions. Un message à tous les apostats qui pourraient t'écouter et aussi un message aux Maghrébins et plus particulièrement aux Algériens, voilà, qui pourraient t'écouter. Vas-y. Donc, commence par les apostats si tu veux, après tu finis avec les Algériens ou l'inverse, comme tu veux. Vas-y. Bah écoutez, les apostats, ne lâchez rien, faites pas comme moi. Si vous vivez mal votre décision de quitter l'islam, on est tous conscients de l'apostaphobie dans notre environnement musulman. C'est pour ça qu'on milite pour éveiller les consciences sur ce racisme permanent en réalité. Donc ne lâchez rien, ne restez, si vous vivez mal votre apostasie, ne restez pas seul. Vous pouvez, on peut vous suggérer, enfin ça c'est Régulus qui voit, si vous en avez besoin, on peut, il y a des space Twitter sur l'apostasie, il y a des serveurs Discord sur l'apostasie, il y a des coins sur les réseaux sociaux où vous pouvez discuter avec des apostats pour vous sentir moins seul, si vous vous sentez incompris. Donc franchement, ne lâchez rien, mais ne restez pas seul si vraiment vous culpabilisez sur la chose, parce que c'est normal de mal ressentir, de mal vivre à ses débuts l'apostasie et tout. Il y a rien de d'étonnant là-dessus. On est tous passés par là. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Si vous voulez même vous éclairer sur parfois les biais qui poussent les gens à culpabiliser, regardez, là je vais faire l'éloge d'Oukasha, il a fait une vidéo qui est malheureusement qui a un mauvais titre, qui s'appelle Y a-t-il un lien entre le QI et la capacité à quitter l'islam, qui expose très bien les biais qui amènent un musulman à rester dans l'islam ou un non-musulman à avoir peur de un mec qui a une baisse de foi à ne pas quitter la religion, quoi. Donc ça, c'était pour les apostats. Pour les musulmans, qu'est-ce que je peux dire? Bah, si vous êtes fervent, je vous invite quand même, fervent musulman comme je l'ai été, c'est toujours mieux de s'ouvrir à la critique, mais dans le respect, bien sûr, sinon ça va, le débat il va pas trop loin, parce que vous êtes gagnant dans tous les cas. Soit vous sortez votre foi en sort renforcée si vous êtes plus pertinent qu'un apostat dans une discussion. Soit votre regard, soit un regard extérieur, vous aurez un regard extérieur sur l'islam, ce qui est toujours une utilité, ce qui permet de savoir quelle image a la religion. Donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Soit votre foi est renforcée, soit vous avez une meilleure perception de votre religion. Donc c'est forcément bénéf. Et j'insiste sur le fait que bah, nous, les apostats, en tout cas moi personnellement, je ne me sens absolument pas islamophobe, je suis juste dogmophobe, dans le sens où, comme l'a dit Hichem Nostik, le grand apostat marocain, le plus grand apostat des Marocains, il a dit il faut évaluer l'islam à l'aune de ses vertus intrinsèques, en fait. Donc ça veut dire l'islam prétend être bon sur telle et telle et telle chose. Voyons, jugeons si vraiment c'est vraiment une bonne religion sur telle et telle et telle chose. Est-ce que cette religion est vraiment bonne si elle appelle à tuer quelqu'un qui change d'idée? Est-ce qu'elle est vraiment bonne si elle fixe la majorité sexuelle à 9 ans? Est-ce qu'elle est bonne pour ce genre de choses? En bref, c'est ça. Moi, je me limite à la critique du dogme. J'ai une profonde affection pour les musulmans qui sont autour de moi, ma famille notamment. Tout le monde est voilé dans ma famille et tout. Et c'est parce que j'ai une profonde affection pour eux que je leur souhaite le plus grand bien, qui est à mes yeux de les éveiller sur les limites du dogme. Si c'est faisable, bien sûr. Si c'est pas faisable et que ça les dérange, évidemment, je ne force pas. Voilà. Le but, c'est juste qu'à un moment, s'ils veulent vivre l'islam dans leur coin, qu'ils me laissent ne pas vivre ma religion dans mon coin, voilà, et qu'on coexiste.
Ce qui compte vraiment, et c'est ça le problème de l'islam, c'est que malheureusement, c'est pas une religion qui excelle sur la coexistence. Voilà. Les pays musulmans, c'est pas des pays réputés pour prendre soin de leur minorité. Hein, voilà, de toutes sortes, hein, que ce soit de langue, de religion, de sexualité. Voilà, malheureusement, ils brillent pas sur ça. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Si vous êtes des musulmans en questionnement, si vous n'êtes pas des fervents et tout, si vous êtes en questionnement et que vous nous écoutez, j'espère que nos témoignages vous apportent quelques réponses, que vous pouvez toujours échanger avec nous de façon sur les réseaux sociaux. On est très ouvert à la discussion. Certains parmi nous, comme Régulus, ont une vaste culture religieuse et peuvent vous apporter beaucoup dans votre cheminement spirituel, qu'il soit vers l'apostasie ou pourquoi pas même vers l'islam si vous n'en sortez pas complètement convaincu. En soi, c'est pas bien grave. Hein, voilà. Ce qui compte, c'est au moins que vous connaissez mieux la religion et que vous l'évaluez après, comme j'ai dit, à l'aune de ses vertus intrinsèques et que vous en tirez des leçons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, ben super. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce petit échange avec moi, ce témoignage avec moi. Et franchement, on est resté beaucoup. On pourrait encore faire des dizaines des comme ça, mais je pense que pour aujourd'hui, ça sera largement suffisant pour que faut que je mette tout ça en place, faut que je monte la vidéo et tout. En tout cas, voilà, je te souhaite donc il est 17h43 à l'heure où on finit cette vidéo, le tournage de cette vidéo, enfin, cette audio plutôt pour le coup. Donc, écoute, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Et de toute façon, nous on se connaît, on se connaît dans les réseaux, on se perd pas de vue. Et je te souhaite à bientôt. Voilà. Si, gens qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Discord. On est des gens très ouverts à la discussion. Vous êtes les bienvenus. C'est ça. Allez, à plus, Nob. Ciao. Je te remercie Régulus, merci beaucoup pour l'entretien. C'est un honneur d'être interviewé par un mec qui a une profonde culture religieuse. Voilà. J'espère ne pas être le dernier sur ta chaîne. Voilà. Pareillement. Allez, au revoir. Ciao, Nob. Merci.